Bonjour, on va commencer l'unité 3, la transmission de l'information génétique à travers la reproduction sexuée. On a vu à travers l'unité 2, c'est quoi l'information génétique, sa localisation. On a vu l'ADN, on a vu aussi la mitose, etc. Aujourd'hui, on va voir la transmission de l'information génétique à travers la reproduction sexuée. Voilà le plan. On va commencer par la notion de la reproduction sexuée. Après, on va voir la méiose. Et par la suite, on va voir les types de brassage chromosomique et leur rôle. On va commencer par la reproduction sexuée. C'est quoi la reproduction sexuée? Donc, la reproduction sexuée est de donner un nouveau individu. Tout simplement, la définition de la reproduction sexuée est le fait de donner un nouveau individu. Donc, cette reproduction peut toucher les micro-organismes, les êtres humains, les plantes, les animaux et bien sûr tous les êtres vivants. Donc, je répète, le fait de donner un nouveau individu, c'est la reproduction. Par exemple, une plante donne 15 plantes, c'est la reproduction. Des bactéries donnent des milliards de bactéries, c'est la reproduction. Un virus qui donne des milliards de virus, c'est la reproduction. Donc, c'est de donner un nouveau individu. L'individu obtenu, c'est le résultat soit de la reproduction asexuée, soit de la reproduction sexuée. La reproduction qui nous intéresse, c'est la reproduction sexuée, mais on va voir les deux, on va comparer entre les deux pour renforcer notre compréhension du cours. On va commencer par la reproduction asexuée. A, c'est-à-dire sans. Ici, dans la reproduction asexuée, on a l'intervention d'un seul individu ou un organe pour donner un nouveau individu. Il n'y a pas l'intervention de deux individus, mais d'un seul individu. C'est le cas par exemple des bactéries ou par exemple des fragments des plantes qui peuvent donner une nouvelle plante. Par contre, la reproduction sexuée, c'est l'intervention de deux individus de sexe différents. Donc ici, il y a l'intervention de deux individus. Chaque individu participe avec une seule cellule. Une cellule vient de la femelle et une cellule vient du mâle. Ces cellules, ce sont des cellules spécialisées dans la reproduction, c'est-à-dire créées pour la reproduction, appelées des gamètes. On a un gamète mâle et un gamète femelle. La rencontre entre les deux gamètes va donner un œuf. Et l'œuf va subir la mitose, ce qu'on a vu dans la partie précédente, pour donner un nouveau individu, c'est-à-dire la division cellulaire. Donc, je répète, dans la reproduction sexuée, on a l'intervention de deux individus de sexe différents. Chaque individu participe avec une seule cellule. Ce sont des cellules spécialisées dans la reproduction appelées les gamètes qui vont fusionner pour donner un œuf. Et l'œuf va se diviser pour donner un nouveau individu. Donc ici, exactement à ce niveau-là, on a un problème. Donc pour expliquer ce problème, on prend l'exemple de l'être humain. Donc pour l'humain, le mâle et la femelle contiennent le même nombre de chromosomes. C'est 46 chromosomes. Ici, c'est le gamète mâle et ici, c'est le gamète femelle. Et chaque gamète contient 46 chromosomes, comme toutes les cellules de notre corps. Donc la fusion entre les deux gamètes va donner un œuf avec 92 chromosomes. Et ça, c'est opposé à la réalité. Parce que l'œuf contient 46 chromosomes. Donc ici, les gamètes, ce sont des cellules particulières qui ne contiennent pas 46 chromosomes, mais qui contiennent 23 chromosomes. Donc, chaque gamète contient 23 chromosomes. Et la fusion entre les deux gamètes
va donner un œuf avec 46 chromosomes. Ici, donc, il y a un processus de reproduction sexuée appelé la méiose. Donc, la méiose, c'est une division particulière qui a permis le passage d'une cellule gamétocyte qui contient 46 chromosomes à un gamète qui contient 23 chromosomes. C'est-à-dire que à partir de cette division, la méiose c'est une division. À partir de cette division, on va produire des cellules à la moitié du nombre du chromosome à travers des cellules originales qui contiennent 46 chromosomes pour donner des gamètes à 23 chromosomes. Donc là, on va bien détailler la méiose, mais avant, on doit comprendre comment on va expliquer ce passage. Si on regarde plus proche dans les gamétocytes, c'est-à-dire les cellules qui contiennent 46 chromosomes, on trouve que les chromosomes sont formés en paires, c'est-à-dire chaque chromosome est lié à son père et on parle d'un chromosome homologue. Et donc, lorsqu'on parle d'un chromosome homologue, on parle des cellules diploïdes. Donc ici, on parle d'une cellule diploïde. Et donc là, si vous voyez, on a 44 chromosomes paires et ici, il y a des chromosomes seuls. Ces chromosomes seuls sont classés comme chromosomes sexués, c'est-à-dire les chromosomes qui se distinguent entre le mâle et la femelle. Pour le mâle, on a 44 chromosomes plus XY et pour la femelle, on a 44 chromosomes plus XX. Donc ici, pourquoi A? Parce que des chromosomes autosomales. Pourquoi autosomales? Parce que ce sont des chromosomes communs entre les femelles et les mâles. On dit A parce que ce sont des chromosomes autosomales. Et pour XY, ce sont des chromosomes sexués qui distinguent entre le mâle et la femelle. Maintenant, on va voir les gamètes. On trouve chaque chromosome seul, c'est-à-dire il n'a pas son homologue. C'est-à-dire chaque chromosome est divisé en deux. C'est pour ça qu'on a ici 23 chromosomes et ici on a 46 chromosomes. Là, on parle d'une cellule haploïde, dont les chromosomes sont seuls, c'est-à-dire sans père. Donc ici, chaque chromosome a perdu son homologue. On aura donc 22 chromosomes autosomales plus X. X, c'est la femelle. Ici, on a 22 chromosomes autosomales plus Y, c'est pour le mâle. Donc voilà, il y a seulement XY seul et on n'a pas de chromosomes sexués. Ici, là, on parle de la séparation chromosomique. Cette séparation chromosomique, c'est la méiose. Donc maintenant, on va détailler la méiose pour bien comprendre ce passage, c'est-à-dire comment des cellules originales avec des chromosomes homologues vont donner des cellules gamètes avec des seuls chromosomes. Donc, en détaillant la mitose, on trouve que la méiose, on trouve que la méiose passe par deux divisions successives. Donc, la cellule diploïde, on a vu c'est quoi une cellule diploïde, c'est-à-dire une cellule qui possède des chromosomes paires, chromosomes avec son homologue. Donc, cette cellule va se diviser pour donner deux cellules haploïdes. Et ces deux cellules haploïdes, elles-mêmes vont se diviser pour donner chacune deux cellules haploïdes. Je répète, la méiose, c'est passe par deux divisions successives. La cellule diploïde va se diviser
pour donner 2 cellules haploïdes et ces deux cellules elles-mêmes vont se diviser et chacune va donner 2 cellules haploïdes. Donc cette deuxième division, on peut dire que c'est une sorte de prolifération. Donc ici, comme vous voyez, la première division appelée la division réductionnelle. Pourquoi réductionnelle? Parce qu'on a réduit le nombre de chromosomes en 2. On a divisé le nombre de chromosomes en 2. Et la deuxième division, c'est la division équationnelle. Pourquoi équationnelle? Parce qu'on a gardé le même équat, c'est-à-dire on a gardé le même nombre de chromosomes. C'est le même nombre de chromosomes, c'est N. Donc maintenant, on va expliquer la première division. Donc la première division, c'est comme la mitose, passe par 4 phases. Il y a une sorte de différence, c'est ce qu'on va voir. Donc pour la première étape, c'est la prophase 1. Pourquoi on a dit 1? Parce qu'on a 2 divisions. Donc on va distinguer la division réductionnelle par le nombre 1 et la division équationnelle par le nombre 2. Donc je reviens à la division réductionnelle. Donc il y a la première étape, c'est la prophase 1. Donc cette étape passe par les mêmes événements de la mitose. C'est la désintégration de la membrane nucléaire, la disparition du nucléole, le début de condensation des chromosomes, le début de la formation du faisceau métotique. Ici donc il y a une différence, c'est que les chromosomes sont homologues, c'est-à-dire on a l'appareillement des chromosomes, comme vous voyez ici. Après donc il y a la métaphase 1. Donc durant la métaphase 1, il y a la même chose que la mitose. Donc il y a la migration, ou plutôt les chromosomes atteignent leur condensation maximale. Elles vont se diriger vers le centre de la cellule pour former la plaque équatoriale. Donc ici aussi il y a une différence, c'est que les chromosomes sont toujours appareillés, toujours attachés. Donc chaque fibre de faisceau chromatique va s'attacher à un chromosome. Alors que dans la mitose, on a vu que chaque chromosome est attaché par 2 fibres métotiques. On a vu donc il y a la séparation, il y a donc les chromosomes qui ne sont pas homologues sur la plaque équatoriale. Maintenant, on va voir l'anaphase. Donc cette étape est très importante. Il y a ici une forte différence entre la mitose et la méiose. Donc durant l'anaphase 1, il y a la contraction du faisceau métotique. Cette contraction, dans le cas de la mitose, conduit à la fission ou au clivage du centromère, c'est-à-dire la division du chromosome en deux, c'est-à-dire en 2 chromatides. Ici, on n'a pas la fission, on n'a pas le clivage du centromère. On a seulement la contraction des faisceaux métotiques qui vont entraîner l'éloignement des chromosomes homologues, des chromosomes doubles. À l'inverse, bien sûr, de la mitose, on a la migration des chromosomes seuls bras. Donc voilà, c'est une phase particulière parce qu'on a la migration des chromosomes pairs. Pour la dernière phase, c'est la télophase. Donc les mêmes événements que la mitose. Il y a la reformation de la membrane nucléaire et du nucléole. Il y a la décondensation des chromosomes. Et il y a la séparation du cytoplasme, ce qu'on appelle la cytodiérèse, pour la formation des 2 cellules haploïdes. Parce que chaque cellule contient un chromosome et ne contient pas son homologue ou son père. C'est pour ça
on a dit que ce sont des cellules haploïdes. Après, donc, on va passer à la division équationnelle. Pour la division équationnelle, on a dit que chaque cellule haploïde va donner 2 cellules haploïdes. Donc, pour la division équationnelle, passe par 4 phases, exactement comme la mitose. Donc, ici, les événements, les mêmes que la mitose. On va voir ici prophase 2. Donc, dans la prophase 2, on a la désintégration de la membrane nucléaire et la disparition du nucléole. On a le début de condensation des chromosomes et le début de formation des faisceaux méitotiques. Et on n'a pas ici des chromosomes pairs parce que ici, on a déjà séparé les chromosomes. Donc, les chromosomes sont seuls. Après, on a la métaphase 2. Dans la métaphase 2, on a exactement comme la mitose, on a les chromosomes atteignent leur condensation maximale et vont se localiser au milieu de la cellule pour former la plaque équatoriale. Après, on a l'anaphase 2. Ici, c'est la même que la mitose. On a la contraction du faisceau musculaire qui va entraîner la fission du centromère, c'est-à-dire la division du centromère, pour diviser le chromosome en 2 chromatides et chaque chromatide va migrer vers l'un du pôle de la cellule. Et enfin, on a la reformation de la membrane nucléaire et du nucléole. On a la décondensation du chromosome et on a la séparation du cytoplasme donc chaque cellule va donner 2 cellules haploïdes. Et on a la formation de 4 cellules haploïdes. Donc ici, la différence entre télophase 1 et télophase 2, c'est qu'ici, on a des chromosomes doubles et aussi ici, on a la division de ces chromosomes. Donc, comme on a fait pour la mitose, on va voir la variation de la quantité d'ADN au cours de la méiose. Donc ici, durant la méiose, la quantité de départ, c'est pas la même que durant la mitose parce qu'on a des chromosomes pairs. Pour cela, on va considérer une quantité d'ADN initiale, CQ. C'est une valeur arbitraire pour expliquer la variation de la quantité d'ADN. Donc, il y a la phase G1, c'est la même chose que la mitose. Après, il y a S, la phase 2. Après, il y a G2. Et après, on a la première division, c'est la division réductionnelle. Après, on a la deuxième division, c'est la division équationnelle. J'explique. Donc ici, durant G1, la phase G1, les chromosomes commencent ou se préparent pour la réplication. Et dans la phase 2, la phase S, on atteint, donc chaque ADN atteint sa double quantité. Ici, on a 2Q, ici, on a Q. Après, durant G2, la quantité d'ADN va se stabiliser en 2Q, c'est-à-dire ici le double. Après, on a la division équationnelle. C'est la division de la quantité d'ADN en 2. Et après, la division équationnelle, c'est aussi la division de la quantité de départ en 2. Donc, on va voir tout ça en détail. Ici, on parle de la première phase de croissance, G1. Ici, les chromosomes et son homologue à simple chromatide, c'est-à-dire à simple bras. Donc, durant la phase S, tous les chromosomes vont commencer la réplication où on va voir les fourches de réplication, comme vous voyez ici. Et donc, en arrivant à la phase G2, c'est-à-dire la deuxième phase de croissance, chaque chromosome est double, c'est-à-dire double chromatide.
On a donc chaque chromosome pair avec ses deux chromatides. Après, dans la division réductionnelle, chaque chromosome va subir la division ou la séparation de deux chromosomes pairs à un seul chromosome. Et dans la dernière division, c'est la division équationnelle. Ici, donc, on a le clivage du centromère et on aura la division de chaque chromosome à un chromosome à simple bras. Donc, comme vous voyez ici, la méiose aussi procédée par la phase de la réplication de l'ADN ou l'interphase, où on a donc les trois étapes G1, S et G2. Après, donc ici, c'est la méiose. C'est la division réductionnelle plus la division équationnelle. Donc, maintenant, on va voir la comparaison entre la mitose et la méiose. Pour les étapes, la méiose passe par deux divisions. La première division, c'est la division réductionnelle, et la deuxième division, c'est la division équationnelle. Pour la division réductionnelle, passe par quatre phases: prophase, anaphase, télophase, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Et pour la division équationnelle, c'est la même chose, passe par les quatre phases. Pour la mitose, on a une seule division, passe par les quatre phases. C'est ça la différence. Donc, pour la méiose, on a deux divisions et pour la mitose, on a une seule division. Pour les cellules produites, pour la méiose, on a 4 cellules haploïdes et pour la mitose, on a 2 cellules de même formule chromosomique de la cellule mère, donc 2 cellules identiques à la cellule mère. Donc, pour le rôle de la méiose, c'est la production des gamètes. Le rôle de la méiose, c'est la production des gamètes. Et pour la mitose, c'est la production de toutes les cellules de notre corps. C'est la prolifération cellulaire. Donc, la méiose passe au niveau des organes reproductifs et pour la mitose, dans toutes les cellules de notre corps, dans toutes les cellules. Et voilà la différence entre la méiose et la mitose. Maintenant, on va passer au brassage chromosomique. Il existe deux types de brassage chromosomique. Mais avant d'entamer les types de brassage, on va voir c'est quoi un allèle. On va définir d'abord la notion de l'allèle. En prenant par exemple une cellule, en prenant par exemple un chromosome homologue, c'est-à-dire avec son père. Ici, on a A', c'est-à-dire A', c'est l'homologue de A. Si vous voyez ici, on a la même taille. Mais est-ce qu'ils ont les mêmes gènes? Ces deux chromosomes, est-ce qu'ils ont les mêmes gènes? C'est-à-dire, les gènes qu'on va trouver dans A, on va les trouver dans A'. Donc, on a défini dans la partie précédente, c'est quoi un gène? Un gène, c'est un fragment d'ADN qui produit un caractère, responsable d'un caractère à travers une protéine. On a vu le passage gène, protéine et caractère héréditaire. Donc, forcément, dans un chromosome homologue, les gènes qui se trouvent dans le chromosome A sont les mêmes gènes qui se trouvent dans le chromosome A'. Mais pas forcément les mêmes allèles. Maintenant, on va voir, on va entamer la notion d'allèle. On va prendre l'allèle 1, responsable de la structure 1, et l'allèle 2, responsable du même caractère. On prend ici l'exemple de la couleur des yeux. Bien que la couleur des yeux est un caractère, elle est présente sous différentes formes ou plusieurs variations. On trouve des yeux verts,
des yeux bleus, des yeux noirs, etc. Donc, chaque variation est contrôlée par un allèle. C'est le même gène, mais elle est contrôlée, la couleur des yeux, elle est contrôlée par un allèle. Donc, c'est quoi un allèle? Un allèle, c'est une version du gène responsable d'une forme de caractère. C'est une version du gène responsable d'une forme de caractère. Donc, pour bien comprendre la notion d'allèle, on va prendre l'exemple du groupe sanguin. Donc, ici, les groupes sanguins sont contrôlés par un gène situé dans le couple chromosomique 9. Il y a 4 groupes sanguins, il y a A, B et O. Donc, ces groupes sont contrôlés par plusieurs allèles. Par exemple, le groupe B, il est contrôlé par l'allèle BB. Le groupe O, contrôlé par l'allèle OO, dans les 2 chromosomes homologues. Pour le groupe B, on trouve B ici et O dans l'autre chromosome. Pour le groupe AB, il est contrôlé par AB. Et pour le groupe A, il est contrôlé par les 2 allèles A et O. Et pour le groupe A, il est contrôlé par les 2 allèles A et A. Donc ici, on a négligé la variation rhésus moins et plus parce que notre objectif est de comprendre c'est quoi un allèle et pas de comprendre les groupes sanguins. Donc ici, vous pouvez constater que les allèles sanguins, que les allèles A, B, O, ce sont des allèles du même gène. Mais ce gène existe sous plusieurs formes, plusieurs versions. C'est pour cela qu'on a une différente forme du groupe sanguin. Après avoir bien défini l'allèle, on va passer au type de brassage chromosomique. On a 2 types de brassage interchromosomique et intrachromosomique. On va commencer par le brassage interchromosomique. On va prendre l'exemple d'une cellule diploïde, c'est-à-dire dont les chromosomes homologues, et prête à la division, c'est-à-dire qui est déjà passée par l'interface, c'est-à-dire la réplication de l'ADN. On prend l'exemple ici d'une cellule à 2n égale à 4. C'est-à-dire, on a 4 chromosomes, chaque chromosome est homologue. Donc, durant la méiose, on aura la séparation des 2 chromosomes, exactement durant l'anaphase 1. On a, comme vous voyez ici, on a la séparation du chromosome et durant donc la télophase, c'est-à-dire la séparation des 2 cellules, on aura 2 cellules dont l'une se trouve le chromosome A et dans l'autre se trouve son homologue A'. Ici se trouve B et dans l'autre se trouve son homologue B'. Là, on n'a pas seulement cette possibilité, on a une autre possibilité ou une autre combinaison. C'est-à-dire la séparation se fait de cette façon. C'est-à-dire après télophase, la séparation des cellules, on aura dans cette cellule le chromosome A' avec B et A avec B'. Donc avant, on a dit que les 2 chromosomes contiennent les mêmes gènes et pas les mêmes allèles, c'est-à-dire ils ne sont pas tout à fait identiques. Donc la combinaison de AB, c'est pas la même chose que la combinaison de A'-B. Donc, dans cette possibilité est différente de la première possibilité. Et lorsque je dis possibilité, c'est-à-dire une seule possibilité et pas les 2 à la fois. Donc, cette possibilité reste un petit peu aléatoire. Donc, on n'a pas une seule cellule qui produit des gamètes, mais on a des milliards de cellules qui sont dédiées à la production des gamètes. Donc, pour cela, 50% des cellules vont réaliser cette possibilité et 50% des cellules vont réaliser la deuxième possibilité. Donc, on applique les lois de statistiques normales puisqu'il n'y a pas de différence entre les 2 possibilités. Et il n'y a pas une préférence. C'est pour cela qu'on a 50% pour chaque possibilité.
Donc, cet phénomène de séparation aléatoire des chromosomes homologues, appelé le brassage interchromosomique. Le brassage inter, c'est-à-dire inter les chromosomes, interchromosomique. Donc, le rôle de brassage interchromosomique, il permet de diversifier les types des gamètes produites et bien sûr d'enrichir les types des gamètes par plusieurs possibilités. On aura ici donc une sorte de diversité ou une sorte de variation. Maintenant, on va voir l'autre type de brassage chromosomique, c'est intrachromosomique, c'est-à-dire à l'intérieur du chromosome. On va illustrer ce brassage-là. Donc, on a ici deux chromosomes homologues, A' et A et A' par exemple. C'est un couple chromosomique. On a dit que durant la réduction, exactement durant la prophase 1, les deux chromosomes vont s'apparier pour former un chromosome homologue. Donc, durant cet appareillement ou cet attachement, il y a une forte probabilité d'avoir des chevauchements entre les bras des chromosomes. Donc, on aura une grande possibilité d'avoir des chevauchements. Donc, lors de la séparation des chromosomes, le chromosome A va porter une partie du chromosome A'. Et bien sûr, le chromosome A' va porter une partie du chromosome A. On a ici la formation des chromosomes recombinés, c'est-à-dire des chromosomes différents du chromosome initial. C'est ce qu'on appelle crossover. Donc, c'est le chevauchement entre les deux chromosomes. C'est l'échange donc des fragments des chromosomes. Donc, le rôle de brassage chromosomique intrachromosomique, il permet d'enrichir et de diversifier les types de gamètes produites et par cela